Eh bien, il fait bien chaud ici après ces 2 cycles de conférences. J'espère qu'elles vous ont plu et j'espère que le reste va bien entendu vous plaire. On va parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est le cinéma et l'univers effectivement d'Harry Potter sous l'angle de l'astrologie, avec Serge bien ici présent. On vous proposera un petit format où on va faire un petit peu slow down par rapport à la conférence juste avant. Ce sera une petite présentation de 30 minutes, suivie d'échanges de 15 minutes de questions-réponses. Donc Serge, on est très heureux évidemment de t'accueillir. Normalement, tout est en place et la parole est désormais tienne. Donc mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Serge Bray-Morel, s'il vous plaît. Allez, oui, bien sûr. Allez, à tout à l'heure. Bonjour à tous. Courage. Bon, ben voilà. Bonjour à tous, bienvenue ici, on va parler de Harry Potter. Je ne sais pas encore si je vais rester debout, si je vais m'asseoir, donc on va décider ça au fur et à mesure. Et donc je vais commencer par remercier Willy et Clément qui ne doivent pas être ici. Mais c'est vrai qu'on a vraiment un très bel événement aujourd'hui et je suis vraiment très heureux d'avoir été invité à y participer. Donc c'est Willy qui a vraiment organisé ça et puis Clément qui a pensé à moi. Je ne sais même pas si c'est filmé en fait, ça a l'air. Mais bon. Bien. Je vais commencer par avoir une pensée pour Barbara, puisque si vous avez vu sur le programme, on devait être 2 à présenter, à être ici. Et la pauvre est malade, donc elle a été obligée d'annuler la mort dans l'âme. Et vraiment, voilà, donc j'ai vraiment une pensée pour elle. Elle vous avait prévu un petit contenu d'analyse sur la Gazette du Sorcier. Et Rita Skeeter, dans quelle mesure est-ce que ce qu'elle raconte, c'est quand même pas toujours vrai, comment c'est déformé sous l'angle des fake news. Donc voilà, malheureusement, on ne va pas en parler. Moi, je vais vous parler d'autre chose. Et je vais vous parler d'astrologie. Ah oui, il y avait un effet que vous n'attendiez pas, d'accord. Voilà, je suis désolé, mais c'est Barbara qui allait en parler. Donc tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est que l'astrologie. Donc pour répondre rapidement, vous avez peut-être vu ou entendu parler des horoscopes qu'on trouve dans les journaux et qui prétendent vous dire comment va peut-être se passer votre journée et qui peuvent parler aussi de votre signe astrologique, c'est-à-dire comment est-ce qu'est votre personnalité selon la date de naissance. L'astrologie, c'est lié à ça. C'est très très rare. Et c'est très très ancien, pardon. On peut étudier l'histoire de l'astrologie, ça a plus de 2000 ans. Et je vous ai mis un exemple d'horoscope qu'on ne trouvera jamais dans un journal. C'est dommage qu'on n'ait pas trouvé ça au début de l'année 2020, parce que celui-là était vrai, il était bon, alors qu'en général, les horoscopes, ça ne tient pas vraiment la route. Et les prétentions de l'astrologie, c'est de pouvoir décrire la personnalité des gens selon la position des astres au moment de la naissance d'une personne. Je ne sais pas si on pourrait fermer la porte. Eh bien voilà, super, merci. Et donc pouvoir décrire la personnalité des gens selon le moment auquel ils naissent, la date de naissance, et puis éventuellement faire des prévisions grâce à ça. C'est très très controversé, pour pas dire pire. En fait, quand on essaye de tester l'astrologie, on voit que ça marche plus quand on le fait sérieusement. Et donc pourquoi est-ce que moi je vais vous parler de ça ? Parce que, pour plein de raisons. D'abord parce que j'ai été un fan de Harry Potter. Donc j'ai beaucoup lu Harry Potter et j'ai cherché dedans et je me suis intéressé notamment à l'astronomie dans Harry Potter, l'esprit critique, ce genre de choses. Et puis parce que moi, je suis tombé dans l'astrologie quand j'étais plus jeune, on va dire ça. Et puis j'en suis sorti en me posant des questions dessus. Donc je ne vais pas trop en parler ici, mais en essayant de vérifier tout ce que disait l'astrologie, je me suis rendu compte que ce n'était pas aussi sérieux que ça le prétendait. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de l'astrologie dans Harry Potter ? Alors déjà, il y a peut-être des personnes qui ne connaissent que les films Harry Potter et qui donc doivent se dire tiens, l'astrologie, on n'en a pas trop parlé dans les films. C'est effectivement le cas, mais il faut bien savoir que les livres Harry Potter, c'est à peu près 8000 pages. Donc c'est très 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 grand comme volume d'écriture, ce qui fait que dans les films, au fur et à mesure de l'avancée des films, ils sont obligés d'enlever des tas de passages. Et en fait, on parle de l'astrologie dans Harry Potter. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un tout petit bout de ce qu'on a dans Harry Potter, et puis on va peut-être essayer de tester l'astrologie. Alors je ne sais pas si ça va bien marcher, mais en tout cas, on va essayer. Donc,
Comme je vous l'ai dit, dans les livres, en fait, il y a beaucoup plus de choses que dans les films, et notamment, on parle d'astrologie beaucoup dans le 4e tome. J'arrive peut-être à lire là. Si on voit où commence l'astrologie dans Harry Potter, c'est à la fin du 1er tome, quand Harry rencontre le centaure Firenze dans la forêt interdite, et Voldemort par la même occasion. Et donc le centaure lui dit qu'ils ont l'habitude de regarder les étoiles, que les centaures ont l'habitude de guetter les signes du destin, et qu'ils sont persuadés que tout est écrit à l'avance et qu'il faut vraiment respecter le destin. Dans les films, on passe très très vite là-dessus, on n'en parle quasiment pas. Ensuite, Firenze revient dans le tome 5, puisqu'il va devenir professeur de divination. Il va remplacer le professeur Trelawney et il va recommencer avec un cours d'astrologie encore, pour dire notamment que son astrologie à lui, elle est bien plus sérieuse que celle du professeur Trelawney. Mais c'est dans le cours de divination du professeur Trelawney qu'on va parler vraiment d'astrologie dans Harry Potter. Donc la divination, c'est à peu près n'importe quoi qui peut nous permettre d'anticiper l'avenir, d'essayer de prévoir ce qui va nous arriver. Et donc, ce professeur, qui est quand même très particulier, on l'appelle la voyante à la vue basse, parce qu'elle a de très mauvais yeux. Et effectivement, en termes de voyance, elle n'est pas super douée. Et elle va essayer d'apprendre aux élèves comment prévoir l'avenir à l'aide de plein de procédés différents. Ça commence en 3e année, mais c'est donc en 4e année qu'il y a littéralement un cours d'astrologie. Et donc, elle explique que celui qui arrive à interpréter la subtile chorégraphie des planètes permet vraiment d'apprendre, peut connaître des choses sur le déroulement du monde, et bien plus que ce qu'en pensent même les scientifiques, par exemple. Alors, c'est vrai qu'elle, ce qu'elle leur apprend, c'est des choses qui touchent beaucoup aux prévisions. Comment prévoir l'avenir. Et la personnalité, elle en parle très très peu. Donc, quand on connaît un peu le sujet, c'est assez bizarre, mais dès le premier cours, elle leur apprend un peu les rudiments de l'astrologie, et tout de suite, de mémoire pour le cours suivant, elle leur demande de faire des prévisions, et même des prévisions pour eux-mêmes. Alors c'est techniquement impossible, mais en tout cas, ils essayent, mais c'est tellement compliqué que vraiment, ils se prennent la tête, et puis ils en ont marre. Alors attention, j'ai mis cette illustration parce que la tête de Ron est très caractéristique de ce que je vous décris, mais là c'est avec une boule de cristal, c'est pas de l'astrologie, mais le résultat est le même. Et donc en fait, au bout d'un moment, et même plus tard, ils en ont marre de se prendre la tête et ils se disent « et si on inventait tout ?» Et donc ils commencent à écrire n'importe quoi, ils ont compris que Trelawney aime bien un peu les propos dramatiques et de prévoir des mauvaises choses pour l'avenir, alors ils le font, et c'est là qu'ils vont avoir leur meilleure note en fait. Elle va rien voir, c'est le cas de le dire, elle va se laisser prendre. Et donc, moi, je me suis posé plein de questions là-dessus en me demandant comment J.K. Rowling avait écrit sur l'astrologie. Alors, elle explique qu'elle s'est beaucoup documentée sur l'astrologie, qu'elle s'est bien amusée d'ailleurs, mais qu'elle n'y croit pas. C'est pas si simple en fait, parce que la question c'est est-ce qu'elle s'est vraiment et seulement documentée? Est-ce qu'elle n'est pas allée un petit peu plus loin? Alors moi j'ai toute une enquête là-dessus où je pense qu'elle est allée plus loin que simplement se documenter. On ne va pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'ont pensé notamment certains astrologues en lisant Harry Potter. Et donc notamment, ils ont été étonnés quand ils voient les 4 maisons de Poudlard, de se dire mais ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on lit dans l'astrologie. En astrologie, il y a une partie de l'astrologie qui sépare les 12 signes astrologiques en 4 familles, qu'on appelle des éléments. Et donc ces éléments sont l'air, la terre, le feu et l'eau. Et que disent très très grossièrement ces classements? Que les signes d'air, comme le Verseau, la Balance, les Gémeaux, ce sont des signes qui s'intéressent beaucoup à l'intellect, aux relations entre les gens, aux idées, ils sont un peu visionnaires et tout ça. Alors que la Terre, ce sont des gens très concrets, qui sont plutôt lents d'action, mais qui sont très pragmatiques, très réalistes. Les gens des signes de feu, comme le Lion, le Sagittaire, le Bélier, sont des gens pleins d'énergie, qui sont impatients, qui vont vite, qui sont dans l'action plus que dans la réflexion. Et puis, il y a les derniers, les signes d'eau, qui sont beaucoup plus dans l'émotion et l'imagination. Et quand on regarde les 4 maisons, comment est-ce que le Choixpeau magique répartit les élèves? Il les répartit dans les 4 maisons selon leur caractère. Est-ce qu'ils seront plutôt Serpentards, plutôt Gryffondor, plutôt Serre d'Aigle? Donc, ce que dit le chapeau, je cite le Choixpeau magique, il dit que chez les Serres d'Aigle, on retrouve les gens sages et réfléchis. Ce sont des érudits qui ont envie de tout connaître. C'est typiquement les signes d'air. Donc c'est les astrologues qui ont fait des rapprochements déjà il y a longtemps. Chez les Gryffondors, d'après le Choixpeau, les courageux, les plus hardis et les plus forts.
se trouve dans cette maison. C'est vraiment un peu les signes de feu, les aventuriers, tout ça. Chez les Poufsouffles, comme Harry Potter notamment, chez les Poufsouffles, on trouve le juste et le loyal, les gens qui aiment travailler, qui ont une patience proverbiale et qui sont proches de la nature. C'est eux qui s'occupent des jardins, notamment de Poudlard. Et donc là, on peut retrouver des symboliques très proches de l'élémentaire en astrologie. Il n'y a que le quatrième qui pose un petit peu problème, parce que chez les Serpentards, on trouve plutôt les malins, les roublards, ceux qui parviennent toujours à leur fin. Alors là, on n'est pas vraiment dans la thématique de l'eau des astrologues, mais il y a un signe d'eau que vous connaissez sûrement qui s'appelle le Scorpion. Et le Scorpion, lui, on peut rapprocher grossièrement de cette description-là. Et donc les astrologues se sont vraiment étonnés assez rapidement de trouver ces symboliques, et puis ils ont trouvé d'autres choses dans les livres. Et notamment, il y a un truc qui est très bizarre, c'est que J.K. Rowling a défini des dates de naissance pour une quarantaine de ses personnages. Des dates de naissance. Sauf qu'elle ne s'en sert pas, ou quasiment pas, dans ses aventures. Alors ça, c'est typique des astrologues de donner de l'importance aux dates de naissance. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Elle ne s'est jamais expliquée en fait là-dessus. En tout cas, j'ai rien trouvé là-dessus. On pourrait penser vraiment qu'elle s'est inspirée du symbolisme astrologique pour développer un peu les caractères de ses personnages. Je ne sais pas. Et donc, moi, je voulais vous proposer quelque chose. Est-ce qu'on pourrait essayer de plus ou moins vérifier ça? Donc, tous ensemble. Donc, pour ça, je vais avoir besoin de vous, évidemment. J'espère que ça va marcher. Et donc, en fait, si on regarde un peu les personnages et selon leur signe astrologique, le moment où ils sont nés, merci, il faut que j'aille moins vite, on peut se demander, est-ce que les personnages ressemblent à leur signe astrologique et notamment au vôtre? Est-ce que vous pouvez vous reconnaître peut-être dans ces signes? Par exemple, si je vous dis que Drago Malfoy, c'est un bélier, donc né entre le 21 mars et le 20 avril, donc un peu impétueux, fonceur. Si je vous dis que Hermione, elle est du signe du taureau, elle est pragmatique, elle est réaliste, elle prend du recul un peu par rapport à... Elle ralentit, notamment Harry Potter, qui est un signe de feu. On a Rusard, qui est des Gémeaux, donc lui, on ne sait pas trop où il habite, il est un peu entre deux eaux, c'est un sorcier, mais pas vraiment, un petit peu comme les Gémeaux qui sont à double personnalité. Et c'est vrai que je vais un petit peu vite, mais en fait, j'avais prévu de vous demander, moi, est-ce qu'il y a des béliers dans la salle et qui se reconnaîtraient un petit peu dans Drago Malfoy? Il y a une personne là-bas? Bon, donc ça n'a pas l'air de bien marcher pour l'instant. Est-ce qu'il y a des gens du signe du taureau qui se reconnaissent bien dans la symbolique d'Hermione? Ouais, ça vous parle? Il y en a un petit peu plus. Tu t'appelles Hermione? Non? Ah, mince. Rusard, qui aura peut-être moins de succès. Ouais, ça vous parle? D'accord, intéressant. Là-bas aussi. On a Neville, cancer, donc tout fragile, comme les cancers qui ne sont pas des grands combattants, quoi. Est-ce qu'il y a des gens du signe du cancer qui, c'est vrai qu'avec Neville, quand même, ouais, il y a une ou deux personnes par-ci, par-là. Dumbledore, le lion flamboyant, qui est né donc entre fin juillet et 23 juillet et le 22 août. Est-ce qu'il y a des lions ici qui se reconnaissent dans Dumbledore? Ouais, il y a un Dumbledore là-bas. Ah mince, je pensais qu'il y aurait plus de gens. Ah, qui est lion ici, juste pour voir? Donc, il y a un lion ici, donc un lion là-bas. Il y a deux lions. Statistiquement, c'est bizarre. Bon, d'accord. Juste pour le plaisir, allez, il y a combien de béliers? Enfin, qui sont les béliers ici? Ouais, d'accord. Les taureaux? Ouais, il y en a quand même. Gémeaux? Les Gémeaux, vous mettez plutôt au centre, je vois. D'accord, ok, bon. Les cancers? Ah ouais. Les lions, deuxième chance. Ah, c'est marrant ça. Les lions, Harry Potter, bon, d'accord, ok. On fait des interprétations rapides, comme vous voyez. Bien, Vierge, peut-être. Voldemort. Qui va oser? Ah ouais, quand même. Entièrement. Il faut le surveiller, lui. Et donc 23 août, 21 septembre, ouais, d'accord.
Balance. Et Ron, est-ce qu'il y a des gens de la balance qui se retrouvent bien dans Ron, très hésitants tout le temps? Ouais. Scorpion, pour Luna. Un peu mystérieuse, un peu les choses cachées, ça l'intéresse beaucoup, comme le signe du Scorpion. Il y a des gens qui se reconnaissent un peu dans Luna? Ah, j'ai pas demandé les signes de la Vierge. Les Vierges ici, il y a qui? Ouais, il n'y en a pas beaucoup non plus, d'accord. Et les signes de la Balance? Waouh! Ouais, donc il y en a 2-3 là-bas, ok. Signe du Scorpion, il y en a? D'accord, bon, mais pas énormément. Sagittaire, avec Bellatrix, l'aventurière. Ouais. Vous vous reconnaissez donc, Bellatrix, ça vous parle et tout ça, ouais. D'accord. Non, pas toi. Hein. Bon, d'accord. Pardon, les Sagittaires, il y en a beaucoup, ici? Ok, bon. Capricorne? Ouais. Vous retrouvez dans Harry Potter? Bon, j'ai un peu spoilé, mais... Les Verseaux? Hagrid, à l'original? Ouais. Vous retrouvez un petit peu? Bon, d'accord. Il y a beaucoup de Verseaux ici? D'accord. Bon. Et les Poissons? Avec Rogue? Ouais. Vous reconnaissez, il y a des Rogues en puissance par ici? D'accord. Bon. Donc, je ne sais pas si à ce stade-là, on peut conclure que J.K. Rowling s'est inspiré de l'astrologie, qui correspondrait à votre signe, etc. Mais dans tous les cas, moi, j'ai un secret à vous livrer, là, maintenant, tout de suite. Parce qu'en fait, cette image, je l'ai trouvée sur Twitter un jour, et c'est quelqu'un qui l'a partagée en disant ouais, « regardez, c'est le zodiaque de Harry Potter, est-ce que vous vous reconnaissez dedans ?» Et donc, il y a plein de gens dessous qui sont venus dire « ouais, moi, c'est typiquement Hagrid, moi, je suis typiquement Ron, etc. » Mais en fait, ce n'est pas du tout les dates qu'a choisi J.K. Rowling. Et c'est souvent comme ça, en fait, avec l'astrologie. Donc, en fait, il n'y en a qu'un qui est juste, c'est Dumbledore. Dumbledore, effectivement, c'est un lion dans les aventures, sauf qu'elle n'a pas donné sa date de naissance. Elle dit qu'il est né à cette période-là. Tu as une question ou... Oui, vas-y. Ah. La question, c'est, mais du coup, c'est quoi les vraies dates de naissance? Alors, en fait, comme il y a 40 personnages, je ne vais pas pouvoir tous les donner, mais je vais en donner d'autres juste après. Il y avait une autre question ou pas? Non, c'est bon? Qu'est-ce que je disais? Oui, donc sur Twitter. Et donc, les gens viennent, et puis dessous, les fans disent oui, moi, c'est exactement moi ici, c'est exactement moi là, etc. Alors qu'en fait, ce n'est même pas les bonnes dates. Et je disais, ça arrive souvent en astrologie. Des fois, on se trompe de date, l'astrologue s'en rend même pas compte. Et puis, les gens vont se retrouver quand même. Alors, c'est un petit peu bizarre quand même. Et ça fait partie des questions, moi, que je pose à l'astrologie régulièrement. Et les astrologues n'ont pas vraiment d'explication. Et en fait, c'est pour rappeler que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je vous donne l'image d'un personnage et je vous l'ai décrit en 3 mots. Et franchement, quelle personnalité de quelqu'un peut se décrire en 3 mots? On est beaucoup plus que quelques mots qui permettent en général de décrire les signes astrologiques et les personnes. Et ça fait partie des pièges qu'on trouve des fois dans l'astrologie, dans les horoscopes. C'est-à-dire qu'en quelques mots, on a l'impression qu'on parle de nous, mais en fait, on est toujours beaucoup plus que ce qu'on en dit. Et ça porte des noms, ce genre de choses. Et en fait, ce qu'on peut appeler cherry picking ici, c'est le fait d'aller piocher au hasard une petite partie de quelque chose qui va vous correspondre, pour vous dire, mais alors si ça correspond finalement, qui est vraiment juste un truc pris, même pas au hasard, c'est quelque chose qui vous correspond, alors peut-être que tout correspond. Et que tout le signe astrologique va correspondre. Et ça, c'est des pièges qu'il faut éviter. Alors là, je vous ai mis les personnages avec les vraies dates. Enfin, les personnages 12 sur les 40, il y en a plein d'autres en fait. Qui n'est pas là? Eh bien, il y a Voldemort qui n'est pas là. Et Voldemort et Rogue sont du Capricorne, du signe du Capricorne, ce qui n'est probablement pas un hasard. Et là, vous pouvez voir des personnages. Il y en a certains dont je ne sais pas trop quoi dire. Fleetwick en balance, par exemple. Hop, ici. Franchement, je ne sais pas s'il correspond ou pas. Par contre, Harry Potter, c'est un lion qui a la date de naissance en fait de J.K. Rowling, le 31 juillet.
Et lui, il correspond typiquement à ce qu'on peut dire des lions flamboyants, aventureux, qui ont des projets ambitieux, etc., etc. Hermione aussi. C'est limite d'ailleurs si J.K. Rowling dit qu'elle s'en est inspirée. Elle dit que souvent Hermione, c'est elle-même quand elle était jeune. Et le signe de la Vierge, c'est comme le décrivent les astrologues en tout cas, des personnes très très pointilleuses, qui s'arrêtent sur des détails, qui sont très chiants d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'au début, Hermione est comme ça. Ok. Donc, il se trouve que J.K. Rowling se décrit comme ça quand elle était jeune. Et puis, on peut trouver encore plein d'autres symbolismes. Alors, si vous vous interrogez pour Drago, on pourrait dire que c'est un mauvais personnage pendant toute la série, mais finalement, il montre un deuxième visage tout à la fin, où il va refuser d'aller trop loin finalement dans la mauvaise, sur la mauvaise voie, quoi. Et puis, là, je pourrais vous parler des autres signes. Enfin, il y a vraiment des correspondances. Et donc, est-ce que maintenant, peut-être, vous vous retrouvez plus dans les descriptions? Est-ce que ces personnages, je vais poser la question comme ça, est-ce que quelles sont les personnes qui se reconnaissent plus dans ces personnages que dans les précédents? D'accord. Bon, il n'y en a pas tant que ça finalement. Est-ce que vous êtes sûr que je vous ai donné les bonnes dates? Eh bien oui, ce sont les bonnes dates. En fait, rassurez-vous. Et donc, je vous laisse l'image au cas où vous vouliez prendre un petit peu le temps. Si je continue, en fait, comment tester l'astrologie? Là, ce qu'on vient de faire, ça a inspiré des chercheurs. Et puis, il y a plein de moyens comme ça de tester l'astrologie. Et donc, notamment, imaginez que vraiment ça marche, que vous correspondiez au signe astrologique. Est-ce que c'est parce que c'est comme ça depuis votre naissance? Donc, l'astrologie dirait des choses vraies. Ou est-ce que c'est parce que, en fait, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'astrologie, lu des horoscopes, et puis intégré finalement des descriptions qui seraient devenues un petit peu ce qu'on appelle des stéréotypes, c'est-à-dire qu'on va se définir par ces choses-là, alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment nous. Et comment on peut tester ce genre de choses? En fait, il suffit qu'on prenne un groupe de personnes, et puis on leur donne des descriptions astrologiques, notamment qui correspondent à leur signe. Et au début, on faisait ça comme ça, sans trop se méfier, on ne connaissait pas trop les difficultés, et on voyait qu'il y avait pas mal de gens quand même qui se retrouvaient dans la description de leur signe. Donc, victoire pour l'astrologie. Et puis quand même, on s'est posé des questions, parce que notamment la première expérience qui a donné ce résultat, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait pas mal de personnes qui avaient participé à l'expérience, et qui en fait venaient d'une école d'astrologie. Donc, ils connaissaient bien le sujet, et la question c'était, est-ce qu'ils se reconnaissaient eux-mêmes, ou est-ce qu'ils reconnaissaient ce qu'ils avaient appris sur leur signe? Et donc, depuis, en fait, on fait vachement gaffe, et à chaque fois qu'on fait l'expérience, on sépare les gens entre ceux qui connaissent l'astrologie déjà, et qui sont peut-être influencés par ces descriptions, et puis ceux qui vraiment la connaissent pas. Heureusement, il y a toujours des gens qui s'y sont jamais intéressés. Et dès qu'on fait ça, les résultats sont complètement différents. Et notamment, les gens qui ne connaissent pas l'astrologie ne retrouvent pas leur signe astrologique quand on leur donne à choisir. Donc ça tend vraiment à montrer que ce n'est pas quelque chose d'inné, parce que sinon, les gens, même sans connaître l'astrologie, devraient se reconnaître dans les descriptions. Donc il faut vraiment se méfier de ces choses-là. Donc ce qu'on reproche souvent à l'astrologie, et même aux horoscopes indirectement, c'est de marcher parce que les gens tombent dans le piège de ce qu'on appelle l'effet Barnum. Barnum ou Forer, qui est le psychologue qui l'a vraiment mis en évidence. Et l'idée, c'est de dire, quand on donne des descriptions un petit peu banales à des personnes et qu'on leur demande si elles se reconnaissent dedans, forcément, elles se reconnaissent dedans. Par contre, l'effet Barnum, le problème, c'est d'être étonné de se reconnaître dans ces descriptions-là. Et si on ne fait pas attention à ça, franchement, l'astrologie, on peut bien se retrouver dans les descriptions, mais c'est aussi pour ça qu'on peut se retrouver aussi dans les descriptions d'autres signes, par exemple. Ce qui n'est pas évident à expliquer si vraiment ça vient de là. Donc, je me suis un petit peu dépêché, très bien. En conclusion, moi, je vais vous dire, méfiez-vous des horoscopes. Alors, celui-là, c'est un vrai qu'on a trouvé dans un journal. Bon, c'est une erreur, un petit bug technique, ça arrive. Et méfiez-vous des horoscopes, parce que voilà, oui, je parlais de l'effet Barnum pour les horoscopes.
En fait, même si vous écoutez un horoscope régulièrement ou de temps en temps, et qu'il est très court, on pourrait se dire, ça va, pourquoi ça m'influencerait pour ma personnalité? L'horoscope, ça fait des prévisions, mais ça ne décrit pas la personnalité. Mais en fait, c'est un peu plus pernicieux parce que régulièrement, on vous dit, puisque vous êtes Gémeaux, vous risquez de réagir comme ça. Ou puisque vous êtes Bélier, vous savez bien que vous êtes trop impulsif et on vous fait la prévision derrière. Et en écoutant des centaines de prédictions comme ça au fil des années, si finalement on peut intégrer un peu les grandes lignes des signes astrologiques. Et après, c'est juste normal qu'on se reconnaisse dans les descriptions. Si au bout de quelques années, on a intégré les descriptions elles-mêmes. Donc Christina et Elisabeth Tessier sont deux astrologues. La première qui là est sur RTL. Elle fait l'horoscope de RTL. Elisabeth Tessier, elle a un petit peu disparu, mais elle existe toujours. Elle a été célèbre auparavant. Et les deux expliquent qu'elles sont tombées dans l'astrologie à force de lire leur horoscope. Donc l'horoscope, on peut considérer ça comme quelque chose d'anodin, comme un simple loisir. C'est un peu plus pernicieux. Il y a aussi des conséquences un petit peu plus profondes qui peuvent avoir lieu donc, chez les gens. Là, ça déclenche des vocations au bout d'un moment. D'autres qui peuvent intégrer un peu les caractères de leur signe et puis penser qu'après, c'est vraiment leur nature qui est comme ça, alors que pas. Mais en fait, non. Donc, méfiez-vous des descriptions des signes astrologiques en général, parce que il y a des choses qui peuvent vous parler, mais si vous allez dans le détail, vous verrez qu'il y a des choses qui ne vous parleront pas. Et souvent, on dit, c'est pas grave, je vais prendre ce qui m'intéresse et puis le reste, je le laisse. Donc, c'est très bien, mais il ne faut pas penser que l'astrologie est vraie derrière. Et il y a plein de problèmes qui se posent comme cela. Moi, je vous ai donné de fausses dates de naissance. C'est ce que j'appelle la fécondité du faux en général en astrologie. C'est-à-dire que si un astrologue se trompe de date de naissance, il ne s'en rend pas compte en général. C'est bizarre, parce que normalement, si ce n'est pas la bonne date, ça ne devrait pas marcher. Et puis, on se rend compte que si, ça peut très très bien marcher. Et puis, plus l'astrologue est doué, plus il a l'habitude de pratiquer, et mieux il y arrive. Et il y a plein d'exemples comme ça. Et donc j'ai envie de vous dire, méfiez-vous des rumeurs en général, dans le sens où c'est des choses souvent qu'on ne peut pas vérifier. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où vient le symbolisme du bélier? Comment les astrologues ont créé ou découvert le symbolisme du bélier? Eux-mêmes, ils ne le savent pas. Donc c'est un petit peu comme une rumeur qui se répand et qui devient évidente parce qu'elle dure dans le temps. Mais en fait, non, si vous allez tout vérifier, vous verrez, moi c'est ce que j'ai fait il y a longtemps, il y a à peu près rien qui tient. Les astrologues ne savent pas pourquoi les béliers sont des béliers, pourquoi on décrit les scorpions de telle manière. Il y a plein de choses qui ne tiennent pas en astrologie. Et donc, j'espère que l'esprit critique, ça peut vous aider à faire attention dans ces pièges, vous voyez, du quotidien. Et là, je pense un petit peu à toutes les interventions qu'il y a eu aujourd'hui à d'autres moments dans les autres salles. J'espère que vous pourrez en tirer profit. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait chez les sceptiques. Et c'est vrai que ça nous permet vraiment de faire très attention à l'information en général, comment on la décrypte et comment on la comprend. Et puis je vais terminer en ayant une pensée pour Barbara, comme je vous disais, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et donc, c'est bien dommage. Ah, ça passe pas. Voici Barbara. Donc, un petit coucou si c'est filmé et si elle regarde. Et puis, je vais m'arrêter là en vous remerciant pour votre attention. Merci beaucoup Serge pour cette intervention qui est pile poil dans les 30 minutes que nous nous étions fixés. Alors comme de coutume, on peut prendre quelques questions des participants. Alors comme je vous disais toujours, je vous en prie Serge, asseyez-vous si vous voulez être plus à l'aise. On a une petite quinzaine de minutes et comme d'habitude, priorité aux enfants les grands. Oui, il y a Hermione là, une jauge Hermione qui est juste là, mais gardez les mains levées juste après les grands, il n'y a pas de souci, j'espère qu'il y en aura pour tout le monde. Bonjour Hermione. Bonjour. J'avais une question à propos des signes astrologiques. Apparemment, il y aurait un 13e signe qui s'appelle le signe du Serpentaire. Est-ce que c'est vrai? Alors non, ce n'est pas vrai. Je vais répondre comme ça pour être cash. Moi, je travaille beaucoup sur la critique de l'astrologie. Il y a certaines critiques qui, je pense, ne sont pas bonnes, alors qu'il y en a plein qui le sont. Et le problème du Serpentaire, c'est que c'est une constellation, c'est pas un signe. Donc il y a certains astrologues qui ont essayé de créer un 13e signe, mais c'est vraiment, c'est récent et ils n'expliquent pas pourquoi ça serait mieux et pourquoi ça marcherait mieux. Et en fait, quand on regarde la question des constellations, il se trouve que le Soleil traverse 12 constellations dans l'année, normalement, ce qui a donné le zodiaque des 12 signes. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, il y en a une 13e qui traverse, qui est celle du Serpentaire.
Mais le problème, c'est que si on regarde où vont toutes les planètes, elles traversent une vingtaine de constellations. Donc dans ces cas-là, dire qu'il manque une constellation, pourquoi une? En fait, il en manque peut-être 8. C'est juste pour te répondre que c'est plus compliqué que ça en a l'air, en fait. Donc moi, je pense que la critique, elle est pas bonne. Quel dommage, le signe de Voldemort, ça aurait été beau pourtant. Je sais Hermione, Ouais. qui tu chasses exactement. Une autre question ici. Bonjour, donc d'abord merci. Ensuite, j'ai une question par rapport à comment sensibiliser les gens qui se versent dans les horoscopes. Enfin, en soirée, j'ai déjà eu la question: ah mais tu changes souvent la vie, t'es poisson? Est-ce que t'es poisson? Donc j'essaye de dialoguer avec une réponse du type pourquoi, qu'est-ce que ça change si je suis poisson ou si je le suis pas? Mais quelles armes ensuite potentiellement utiliser, ou comment essayer de sensibiliser ces personnes-là au fait qu'elles sont potentiellement en train de croire quelque chose qui est pas toujours fondé ou fondé sur des choses potentiellement fausses? Est-ce qu'il y a des conseils ou des lectures, des choses comme ça? Oui, moi je vais vous renvoyer vers mes livres pour les lectures, où j'en parle un petit peu, et notamment il y en a un dans lequel je décris mon parcours, comment je suis tombé dans l'astrologie, comment j'y ai cru et comment j'en suis sorti. Donc ça peut vraiment inspirer ces personnes-là. Après, si vous avez la chance que ce soit quelqu'un qui lit son horoscope, ça peut être assez facile de commencer par là et de lui dire par exemple que l'horoscope du Parisien est rédigé par une dame qui s'appelle Alexandra Marty, mais qui n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose qui a été montré en 2013. En fait, c'est une entreprise qui génère des horoscopes sans astrologie, en fait, en tirant au sort des phrases ordinaires. Et je pense pas que les lecteurs du Parisien se soient plaints, sinon l'horoscope aurait déjà disparu. Et donc, ça rejoint un peu ce que je vous ai fait aujourd'hui, c'est à lui demander mais pourquoi ça marche aussi bien alors que c'est pas un vrai horoscope. Pour lui dire, c'est compliqué, c'est peut-être plus compliqué que ça en a l'air. Et donc, de la même manière, oui, la renvoyer vers des questions comme celles que je pose, à savoir, quand l'astrologue se trompe de date de naissance, pourquoi il s'en rend pas toujours compte? En fait, il s'en rend même pas compte normalement. En fait, moi c'est le titre de mon livre, est-ce que l'astrologie, ça marche pas trop pour adorer? Et donc, en fait, ça permet de retourner un petit peu les questionnements. Encore une arme pour travailler votre esprit critique. Une question de Oui. Malicia. Pourquoi est-ce qu'on tient tant à savoir notre horoscope? Pourquoi ça nous fascine? Pourquoi on se tient tant à savoir notre horoscope? Il y aurait beaucoup de choses à répondre. En fait, en général, on va dire, on a tendance à lire son horoscope quand on est dans une situation où on ne sait pas trop comment les semaines ou les mois qui viennent vont se dérouler, quand on n'a pas quand on est adulte et qu'on a la chance d'avoir une situation posée, on va dire, soit sur le plan professionnel, soit amoureux, où on voit à peu près où on va dans les mois ou les années qui viennent. Là, on a tendance à moins lire son horoscope. Quand on est jeune, qu'on a tout à apprendre sur le monde, sur la vie en société, notamment quand on est étudiant, où on se rend compte que la vie et les connaissances, c'est encore plus compliqué que ce qu'on pensait. Quand on est au chômage, quand on a des moments difficiles dans la vie, il semble qu'on lit un peu plus son horoscope. Donc souvent on dit que c'est la peur du lendemain, entre guillemets. En fait, c'est un peu l'incertitude du moment qui pousse un petit peu à lire son horoscope. Et moi, je pense qu'il y a aussi d'autres raisons, c'est que si on l'écoute régulièrement, des fois, par hasard, il tombe juste. Et donc, on est surpris. Et le fait d'être surpris, on peut encore le suivre en espérant être encore surpris. Et puis même des fois, il y a des choses qui ne sont pas forcément justes, mais auxquelles on n'avait pas pensé dans l'astrologie, dans l'horoscope. Et donc, ça peut nous donner des fois des idées, pourquoi pas. Et puis, il y a un autre effet il y a un sociologue qui a décrit, on dit que l'horoscope, ça peut être roboratif. C'est-à-dire que il y a des fois, on n'ose peut-être pas aller vers quelqu'un, lui dire qu'on l'aime, prendre certaines décisions. Et quand l'horoscope dit « allez-y, c'est le bon moment », ça peut nous permettre, nous donner la force d'y aller. Et donc, ça nous fait avancer, ça peut donc nous aider. Sauf que si on l'avait fait la veille ou si on le fait le lendemain, le résultat aurait été peut-être le même. Donc, il peut y avoir plein de raisons de lire son horoscope. Pourquoi les horoscopes sont dans des médias qui sont censés contenir des informations plus ou moins factuelles? Mais merci, mais absolument. Pourquoi les médias diffusent des horoscopes alors qu'on sait pertinemment qu'ils sont faux?
Et ça, on peut le montrer de plein de façons différentes. Et ben, tout simplement parce qu'un média, avant de diffuser 100% d'informations vraies, et ben, le but, c'est qu'il continue d'exister. Pour continuer d'exister, il faut qu'il se vende, ou en tout cas qu'il génère suffisamment de revenus pour financer la production elle-même, les gens qui travaillent dedans. Et ça fait longtemps qu'on pense que l'horoscope, ça peut permettre à des personnes qui aiment le lire de garder une bonne image indirectement du média. Donc on ne va pas voir que l'horoscope dedans, mais quand on y va, on prend l'habitude d'aller le lire, ça peut permettre de garder certains clients. Donc il y a des médias qui gardent l'horoscope uniquement pour ça. Et c'est pour ça que des fois, on peut trouver un article critique sur l'astrologie dans un journal, alors qu'il y a un horoscope 3 pages après. Parce que c'est deux choses différentes. En fait, c'est pas pour faire la promotion de l'astrologie. Mais moi, je suis le premier à dire qu'on est en pleine période de fake news, et dans l'horoscope, on a 12 fake news quotidiennes. Ce qui est quand même terrible. Enfin, aujourd'hui, c'est pour moi aussi incompréhensible qu'on laisse paraître ça. Donc, merci pour ta question. C'est moins un point de curiosité qu'une question, mais vous avez parlé tout à l'heure d'horoscopes générés aléatoirement par des logiciels. Avec l'avènement du deep learning, je serais très curieux de savoir ce qui se passerait si on rentrait tous les paradigmes des traités d'astrologie dans une intelligence artificielle. Est-ce qu'on n'aurait pas des trucs beaucoup plus trash qui sortiraient à l'horoscope plutôt que des trucs interprétés par un astrologue humain? Et est-ce que ça marcherait aussi bien? Alors là, j'en ai vraiment aucune idée parce que je ne vois pas comment adapter le deep learning à des textes. Enfin, je veux dire, ça veut dire que la machine comprendrait ce qu'elle lit. Il faut rentrer des paramètres. Alors comme ça, j'avoue que je ne sais pas lesquels. Bon, peut-être la quantité de données de tous les horoscopes créés depuis l'histoire des horoscopes de l'humanité. Est-ce que ça pourrait donner quelque chose, une autre facette peut-être de prédire l'avenir? Donc dans ce cas-là, ça revient à faire une synthèse sur éventuellement des horoscopes qui sont sortis. Donc je serais curieux de voir moi aussi ce qu'il en ressort. Surtout que les horoscopes, c'est plutôt des prévisions, donc c'est même pas vraiment... Enfin pour l'astrologie, je ne sais pas. Et j'allais dire, oui, ça aussi, ça fait partie des nombreuses choses qu'on ne dit pas, mais les horoscopes de presse n'existent pas depuis l'aube de l'humanité. Ils existent depuis les années 30 à peu près. Donc c'est très très récent, avant il n'y en avait pas. En fait, on peut remonter jusqu'à la fin du 19e siècle pour les tout premiers horoscopes, mais avant, il n'y en avait même pas, en fait. Moi, j'ai une question par rapport aux dates. Pourquoi, d'un horoscope à l'autre, les dates peuvent changer et qu'est-ce qui justifie, enfin, comment on classifie que de telle date à telle date, c'est Lion, telle date à telle date, c'est Vierge, etc. Alors, que les dates changent, je suis étonné. Comment ça, les dates changent? Est-ce que tu peux rapporter le Pardon, micro? désolé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je prends l'exemple de mon frère ici présent qui est né le 23 octobre et que d'un horoscope à l'autre, il est soit Balance, soit Scorpion. D'accord. En fait, comme je disais, on va dire le Soleil parcourt une ligne toute l'année dans le ciel, donc il traverse des constellations. Et cette ligne, c'est grosso modo toujours la même. On l'appelle la ligne écliptique, parce que c'est quand la Lune passe sur cette ligne qu'il peut y avoir des éclipses. Et donc cette ligne, qu'il parcourt très très régulièrement, si on la coupe en 12, en gros, on peut la séparer en 12 périodes au cours de l'année. Et ça va donner en fait les dates des signes astrologiques. Donc si on est né juste à la limite, entre un signe et un autre, ça peut expliquer que selon les horoscopes, ils le mettent dans le signe d'avant ou dans le signe d'après. Sans parler du fait qu'à cause des années bissextiles, il y a un décalage qui se fait aussi. Donc ça peut être aussi lié à ça. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, en fait, vous savez, dans tous les 4 ans, on a une année bissextile, on rajoute un jour, ce qui veut dire que votre anniversaire ne tombe pas forcément le jour de votre de naissance. Ça dépend de l'année, en fait. Donc si ça vous intrigue, je vous laisse aller chercher sur Internet. Oui, bonjour. En fait, est-ce que le succès auprès du public de ces horoscopes n'est pas tout simplement dû, pour rester dans le jargon de cette journée Esprit Critique, à ce biais de confirmation en fait, qui permet aux gens d'accepter plus facilement ou de croire plus facilement des choses qui sont plus satisfaisantes, tout simplement? Alors, le biais de confirmation, bien sûr, il est présent dans les horoscopes, dans le sens où on reproduit la même écoute des horoscopes, qui en général n'est pas une écoute critique, donc on se confirme. Voilà, il faudrait aller regarder d'autres horoscopes
pour voir s'il marche aussi. Moi, ce que je dis souvent, c'est lisez votre horoscope le soir pour voir, plutôt que de le lire le matin, et ça peut jouer sur votre journée. Le soir, vous savez déjà quels sont les événements qui sont passés, et puis vous pouvez vraiment comparer. Tout à l'heure, j'ai donné d'autres motivations pour écouter son horoscope ou en prendre connaissance. Donc pour moi, il y a des motivations différentes, mais le biais de confirmation, tous ceux qui continuent de l'écouter, c'est quelque part, ils continuent d'être persuadés que ça marche. Et donc, bien sûr, c'est un piège. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de diversifier. Et puis, c'est tout bête, hein, vous prenez 2-3 horoscopes différents et puis vous verrez que les prédictions ne sont pas toujours les mêmes. Donc, si c'est censé définir une tendance de la journée, il y a un problème. Donc, il y a des moyens de... Juste pour terminer, pour aller contre le biais de confirmation, il faudrait essayer de mettre en danger l'horoscope pour voir s'il résiste, en fait. Et dans ces cas-là, normalement, non. Une dernière question de conclusion avant de passer aux araignées et aux insectes, les petits monstres. Je vous laisse la conclusion. Oui, c'est par rapport au fact-checking les années suivantes, par rapport aux prédictions. Est-ce que ça a mis le doute dans la tête de certains astrologues qui se sont rendus compte qu'ils racontaient beaucoup de bêtises? Donc il y a plusieurs choses. Quand un astrologue fait des prévisions et qu'elles ne sont pas bonnes, la première fois, il le regrette. Donc après, il fait des prévisions qui sont un peu plus floues, où il prend moins de risques. Ça permet déjà de là à conclure tout de suite que c'était faux, non. La deuxième chose, moi qui m'a beaucoup embêté, mais bon, quand je m'en suis rendu compte, j'étais content, c'est qu'en fait, l'astrologie, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ce qu'on trouve dans les horoscopes. Et donc, dans les cartes astrologiques, il y a des planètes un peu partout, dans plein de cases différentes. Et il y a tellement d'informations en théorie à synthétiser que l'astrologue n'utilise jamais toutes les informations à sa disposition. Donc, quand la prévision ne marche pas, il n'aura aucun mal à trouver un paramètre qu'il n'avait pas utilisé, qu'il avait négligé, et de dire « Ah, mea culpa, pardon, c'est moi, j'ai négligé cet aspect-là, mais effectivement, si j'en avais tenu compte, voilà, ça m'aurait permis de prévoir l'événement. » Donc pour moi, ça c'est un gros problème de l'outil lui-même, c'est qu'il permet, il permet d'excuser quasiment toutes les erreurs. Voilà. Pour conclure, Serge, avant de se quitter, est-ce que tu aurais un conseil, peut-être une habitude du quotidien pour les jeunes esprits qui sont en cours de formation, je dirais, aujourd'hui, pour travailler leur esprit critique, esquiver les biais en complément de ta conclusion? Le meilleur conseil que tu pourrais donner à cette jeune génération? Large question. Dans le micro, c'est mieux, effectivement. Question piège. Ouais, le meilleur conseil... comme je disais, de faire attention par rapport aux horoscopes et à l'astrologie. N'hésitez pas à lire votre horoscope, par exemple, le soir, pour voir si ça marche. Ou alors, voir si vous pouvez trouver plusieurs horoscopes, et puis, s'ils ne disent pas la même chose, comment ça se fait? C'est pas normal, ils devraient dire la même chose. Et donc, toujours, comme je vous disais, de faire attention quand on se reconnaît dans ce qui est dit. Vous avez vu, ça peut marcher aussi avec de mauvaises dates. Donc, se reconnaître, ça ne suffit pas pour valider ce qu'on trouve dans l'horoscope et tout ça. En fait, normalement, l'horoscope, il ne devrait pas vous dire ce que vous êtes, mais plutôt ce qui vous distingue des autres. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Et le problème, c'est quand presque tout le monde ou beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans quelque chose, ça ne va pas, quoi. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu. Bon, c'est un beau mot de conclusion, en tout cas. Merci beaucoup, Serge Brémorel. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. C'était les idées reçues autour de Harry Potter, astrologie et esprit critique. Et on va enchaîner dans 2-3 minutes sur les monstres de la nature, les idées reçues sur les araignées et les insectes. Donc on se retrouve dans 2 minutes au public en live et à vous, public sur place.